Le cercle RH, le débat. Aujourd'hui, un grand entretien avec le DRH de Carrefour. 330 000 salariés, peut-être un peu plus, 100 000 salariés en France, 330 000 dans le monde. Jérôme Nanty, merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. DRH de ce groupe, c'est bien 330 000 dans le monde ? Oui, c'est 330 000 dans le monde. Hors, évidemment, magasins franchisés, puisque nous sommes présents dans un certain nombre de pays en franchise. Et en franchise en France aussi, d'ailleurs. Et en franchise en France aussi, d'ailleurs. Juste un mot, parce que je le pose à tous les DRH des grandes entreprises qui s'assoient ici dans ce studio. C'est quoi le métier de DRH d'une entreprise, d'abord, aussi connue, avec un nombre aussi important de salariés ? C'est quoi une journée type d'un DRH qui gère 330 000 salariés ? Alors, vous ne les gérez pas en direct, bien évidemment. Je crois que la journée type d'un DRH, mais je pense que c'est vrai dans n'importe quelle entreprise, mais c'est évidemment encore plus vrai dans une très grande entreprise, c'est que vous traitez dans une journée un nombre de problèmes de nature extrêmement différente. Et dont certains sont totalement imprévus. C'est-à-dire que là, il est 8h30 du matin, je suis en face de vous, je sais un certain nombre de sujets que j'aurai à traiter, mais je sais aussi qu'il va se produire dans cette journée des événements internes à l'entreprise que je ne connais pas encore. Et je crois que l'intérêt de ce métier vient de là. Il vient de ce que est extraordinairement divers et qu'il y a une très grande part d'imprévu, d'imprévisible. Un petit bilan quand même, parce qu'on est dans une rentrée, c'est reparti globalement. Comment vous l'avez traversé, vous, cette crise Covid ? Comment on vit lorsque vos collaborateurs sont en première ligne, qu'on vous dit il faudra tenir, il faudra livrer ? Vous étiez évidemment vous aussi en première ligne, votre patron était en première ligne. Comment vous l'avez géré ça ? Comment vous l'avez vécu ? Je pense que ça a été plus compliqué pour nous au début qu'à la fin, parce que au début, on a dû effectivement organiser la continuité de l'activité. Et quand on dit continuité, il y a même eu des pics d'activité par rapport à des périodes normales, alors que finalement... Oui, c'était même meilleur en termes de conso, les Français... Oui, alors il y a eu des pics de consommation, notamment de précaution au moment de la mise en place du premier confinement. Et alors même que finalement, on l'a oublié déjà aujourd'hui, mais on avait très peu d'informations sur ce qui était en train de se passer et qu'on devait gérer cela dans un climat extrêmement anxiogène auquel nos salariés n'échappaient pas. En revanche, j'allais dire à la fin, dans la suite de cette crise, par rapport à d'autres qui ont été mis à l'arrêt et qui ont dû organiser la reprise, on a été beaucoup plus dans une continuité. Vous n'êtes pas arrêté ? Non. Eh oui. Il n'y a pas eu de rupture, en définitive, comme il y a pu y en avoir dans certains secteurs d'activité. Un mot sur le télétravail, parce que ça, c'est l'actualité sociale de la rentrée. Là, évidemment, tous ceux qui poussent les portes d'une grande surface, c'est-à-dire la très grande majorité des Français et de Carrefour, ils voient bien que les salariés, de toute façon, ils sont sur site. On ne peut pas télétravailler quand on met en rayon. On est d'accord. Comment ça se passe, cette question du télétravail ? Accord, pas accord, hybridation pour ceux qui peuvent le faire, au siège peut-être, ou dans des métiers plutôt en back-office. Comment ça s'organise à Carrefour ? Alors, la question ne se pose pas pour les fonctions opérationnelles que sont les magasins et les entrepôts, d'autant plus que depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, les magasins ont été recentrés sur des fonctions très commerciales, très opérationnelles, donc il y a de moins en moins d'administration dans les magasins. Elle se pose en revanche sur les sièges. Nous avons environ 8000 personnes dans nos sièges en France. Nous en avons pas loin de 30 000 dans le monde. Et donc la question se pose, d'ailleurs d'une manière qui n'est pas très différente selon les pays. Je ne crois pas. Il y a deux choses dont je suis à peu près convaincu sur ce sujet. Le premier, c'est que cette crise ne sera pas une crise de rupture de ce point de vue. Elle va accélérer des transformations qui étaient précédemment à l'œuvre. Et paradoxalement, ce que nous avons vécu, cette expérience totalement inédite, imprévisible, historique, de télétravail généralisé, forcé, soudain, nous en a aussi montré les limites. Donc tout l'enjeu, ça va être maintenant de trouver le bon équilibre entre la présence au bureau et le travail à distance. Et je ne crois pas que le sujet le plus compliqué soit de savoir si c'est 1, 2 ou 3 jours de télétravail. Je crois que ce qui a vraiment changé dans cette crise, c'est qu'on a demandé du jour au lendemain à nos salariés
d'être autonomes dans la gestion de leur temps et de leur espace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur a dit ce qui était le cadre structurant de votre vie professionnelle, c'est-à-dire d'arriver au bureau à une heure donnée, de vous installer à une place donnée. Et d'en partir à un horaire donné. Et d'en partir à un horaire donné et de répéter cela tous les jours, c'est fini. Du jour au lendemain, c'est fini. Vous allez devoir apprendre à gérer à la fois le moment auquel vous arrivez, l'endroit où vous vous asseyez, le moment auquel vous repartez. Et je pense que c'est ça la vraie nouveauté. C'est qu'on va... Et cette autonomie qu'on leur a donnée, qu'on leur a demandé de prendre, ils ne vont pas nous la rendre. C'est évident. Et donc, l'unité de temps et de lieu qui a structuré beaucoup de nos activités, surtout des activités traditionnelles comme la nôtre, je pense que c'est terminé. Donc, ça veut dire concrètement, conclusion, qu'est-ce que dit le DRH là? Ça veut dire concrètement que nous allons devoir apprendre à vivre dans un monde hybride où non seulement tout le monde ne sera pas là en même temps, mais où on va en plus laisser donner de la liberté à nos salariés dans l'organisation de leur temps et donc dans l'articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et donc, ça va être extraordinairement exigeant sur le plan de la qualité managériale. En fait, c'est très facile c'était beaucoup plus facile, de manager dans le monde ancien, parce que vous managiez par la présence, en fait, et quasiment par le contrôle visuel. C'est ça. Demain, vous devrez apprendre à manager des collaborateurs qui, non seulement ne sont pas tous là, mais en plus qui ne sont pas tous là en même temps. Et donc, ça va être très exigeant, très compliqué. On a lancé un projet c'est même passionnant, qui s'appelle en bon français Smart Ways of Working, bien sûr, et qui est destiné à donner à tous nos pays les outils qui vont leur permettre de piloter cette transformation managériale qui est un de nos très gros enjeux. Au-delà de combien de jours de télétravail et combien de jours à distance. C'est intéressant, Jérôme Nanty, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de plus petite taille qui nous disent la même chose, qui nous disent notre enjeu aujourd'hui, c'est les managers, c'est de permettre de pouvoir avoir des managers un peu moins, entre guillemets, autoritaires ou surveillants, plus dans l'autonomie. Et d'ailleurs, la NDRH a sorti tous les 6 mois des études indiquant que la productivité, je ne sais pas si vous le confirmez, des collaborateurs a été là. C'est-à-dire qu'en donnant de l'autonomie aux collaborateurs, globalement, les gens font le travail et ils le font plutôt bien. Est-ce que vous avez constaté ça chez Carrefour? Oui, alors je pense qu'effectivement, on va passer en fait du contrôle à la confiance. C'est ça. Mais tout le monde n'est pas égal face au travail à distance. Évidemment. Et ça, c'est un des gros enseignements de cette période. D'abord parce qu'il y a des salariés qui savent le gérer, qui savent s'organiser mieux que d'autres. Et donc, c'est très compliqué parce que du coup, vous devez être très attentif aux éventuelles dérives individuelles, soit de salariés qui, en fait, surtravailleraient pendant ces périodes, parce qu'ils n'auraient plus les limites à leur temps de travail habituel. Il faut leur mettre le mort aux dents, calmez-vous. Soit de ceux qui travailleraient moins. Dans des syndromes d'isolement ou de désengagement. Alors, on doit être extrêmement attentif à ça. On a mis en place des mécanismes pour détecter les signaux faibles. C'est évidemment compliqué parce que par construction, on parle de salariés qui ne sont pas présents sur le site. Alors, parlons des magasins, parce que là, on parle de ceux qui sont en possibilité de travailler ou de télétravailler, avec tous les dispositifs mis en place par Carrefour. Il y a eu cette prime de 1 000 €, il faut quand même le préciser. Oui, absolument. Et ça, c'est important parce qu'elle avait été annoncée par votre président et elle a été maintenue à l'ensemble des salariés. C'est important de le dire. Nous sommes la seule entreprise de cette taille qui avons annoncé aussitôt que c'était le 22 mars, donc 2020, que nous allions verser sans condition. C'est Carrefour qui s'est exprimé en premier. Exactement, une prime de 1 000 € aux 85 000 salariés de nos sièges et de nos entrepôts. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a eu cette prime et puis au même moment on voit que le modèle de l'hypermarché, ça c'est un sujet qui, j'allais dire, dépasse le DRH, mais dans lequel il est impliqué lorsqu'il en parle en réunion de COMEX avec tous ceux qui pensent le monde et l'avenir du groupe. Cette question elle est sur la table. C'est-à-dire à quoi va ressembler Carrefour dans 10 ans, au moment où une partie des consommateurs achètent en ligne, au moment où ils se font livrer, au moment où ils poussent moins à la porte des magasins, au moment où on se dit, tiens, je vais plutôt passer en caisse automatique, ça ira plus vite que d'aller en caisse. Vous voyez, je dirais l'importance de cette question pour le groupe, pour ses salariés et pour ceux qui travaillent dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet qui est central? L'avenir de l'hypermarché, la question se pose différemment selon les pays, mais elle se pose de manière très
très aiguë en France, c'est la question centrale à laquelle on doit répondre. La conviction que porte Alexandre Bompard, c'est qu'il y a un avenir pour l'hypermarché à condition qu'il se transforme. Et, oui. Et c'est cette transformation qui nous permet aujourd'hui de n'avoir ni vendu ni cédé aucun de nos hypermarchés, à la différence de certains de nos concurrents. Mais la crise est partie de cela. C'est rude. Ça veut dire qu'il faut se transformer, qu'il faut réduire les effectifs. Le sujet est moins de réduire les effectifs que d'adapter la taille et l'organisation des magasins aux nouvelles attentes qui sont celles de nos consommateurs. Oui, c'est aussi d'avoir effectivement, vous l'avez mentionné, ce mixte entre des activités de e-commerce et des activités de commerce physique sur le même site, avec des drives qui sont adossés pas si simple, à des magasins. Alexandre Bompard le dit souvent, le consommateur a repris le contrôle de sa consommation. Donc il veut pouvoir choisir le moment où il va en magasin, le moment où il commande sur Internet, le moment où il se fait livrer à domicile, le moment où il va chercher ses courses au drive. Il a repris le contrôle, il a le choix, et nous, notre responsabilité, c'est de répondre à cette attente tout le temps et dans tous les modes de distribution. Donc ça demande une agilité qui n'était pas dans les gènes de la grande distribution, qui était dans une organisation extrêmement structurée, extrêmement verticale, extrêmement processée. Les GAFA vous challenge, Amazon vous challenge. On voit que Casino est en train d'inventer un modèle quasiment totalement numérisé, avec des chariots qui se croisent dans tous les sens pour apporter de la livraison au plus près et au plus vite. Pour le dire simplement, moi j'ai été élevé avec Carrefour. J'allais faire, quand j'avais 5 ans, les courses dans un énorme hypermarché Carrefour. Il existe toujours, il est toujours immense. Est-ce que, et je pense aux salariés qui sont dans ces entreprises, ils se disent aujourd'hui, c'est vrai que les gens vont de plus en plus en caisse automatique, on a des chariots intelligents qui feront qu'un jour on n'ira même plus en caisse, puisque tout aura été mis dans le chariot et calculé et presque payé. Est-ce que le physique, est-ce que le bâtiment physique, avec les salariés dedans, existera dans 10 ans? Est-ce que vous dites, on est même en train de repenser l'idée que c'est un peu comme l'entreprise, le télétravail, on travaille chez soi. Il n'y a plus de physique au bureau, il n'y a presque plus de bâtiment. Est-ce que c'est le même débat qui se pose aujourd'hui pour la grande distribution? Moi, je n'ai pas trop de doute sur le fait que nos magasins physiques existeront. On en aura toujours besoin. Dans 10 ans. Et d'ailleurs, on en ouvre. Alors, on en ouvre sur des plus petits formats. C'est ça. Mais on en ouvre. Donc, le commerce physique continue dans les hypercentres à croître, notamment, effectivement, vous avez raison de le dire, dans les centres-villes. Je crois qu'il faut être très prudent par rapport à ce type de prévision. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans le secteur bancaire, et je me souviens qu'au tournant des années 2000, il y avait des rapports qui nous expliquaient que dans 15 ans, il n'y aurait plus d'agences physiques. C'est vrai. Si vous il y en a moins, d'ailleurs, un peu. En 2015, il y en avait plus qu'en 2000. Maintenant, il y en a moins. Il y en a moins. Mais c'est très compliqué de prévoir comment l'apocalypse. Une bascule d'une activité physique à une activité online. Je crois que c'est pareil pour la grande distribution. Aujourd'hui, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y a un avenir pour nos magasins, à condition que nous réussissions à les transformer pour s'adapter à des attentes qui, vous avez tout à fait raison, sont changeantes de la part de nos clients. Juste un mot sur le recrutement, parce que ça, on le voit beaucoup sur le plateau. Aujourd'hui, le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire le talent, c'est celui qui est dans la tech, c'est celui qui va vous créer des systèmes de... Enfin, j'imagine que ça modifie aussi pour le DRH les recrutements. Alors, il y a les recrutements classiques, parce qu'il y a toujours besoin de mettre des gens dans les rayons, d'organiser les rayons, que le magasin soit bien équipé. Mais il y a quand même... Ça modifie le recrutement quand on est challengé sur le digital, le numérique. Il faut aller plus vite. Nous avons pris en 2018 la décision d'accélérer sur le digital, notamment pour combler un retard que Carrefour avait accumulé par rapport à certains de ses concurrents. Effectivement, pour cela, il faut des compétences, il faut des expertises qui ne sont pas des compétences ou des expertises natives dans l'entreprise. Oui. Et il y a effectivement une guerre des talents sur ces profils tech, sur ces profils data, sur ces profils
cloud. Donc, on se bat. On a quand même quelques arguments pour le faire. Donc, on arrive à recruter. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de comparable entre ce qu'étaient les équipes de e-commerce et les équipes digitales il y a 4 ans et ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles ont grossi, j'imagine. Pour autant, évidemment. Ça grossit à mesure. Et puis, on est extraordinairement attentif à la qualité des personnes qu'on recrute, à la qualité du management. Enfin, on est obsédé en permanence par l'idée d'avoir sur chaque poste le meilleur profil. Après, les difficultés de recrutement, elles ne se limitent pas à ces métiers chez Carrefour. Vous avez de la pénurie aussi dans votre secteur ? On en avait avant la crise, donc on l'a toujours. On a une vraie difficulté à recruter sur ce qu'on appelle les métiers de bouche, c'est-à-dire tous les métiers des produits frais en magasin. C'est très compliqué la boucherie, en France de recruter des bouchers, de recruter des boulangers, de recruter des poissonniers. Donc, vous les formez. Donc, on a mis en place des dispositifs extrêmement performants qui permettent de recruter des personnes qui ont un niveau de qualification initiale faible et en fait de les former et de les amener sur ces métiers. Donc vos propres centres de formation Carrefour a le plus gros CFA de France et l'essentiel de nos formations sont centrées autour de ces métiers de ce qu'on appelle ces métiers de bouche. Vous nous dites qu'il y aura toujours des magasins, mais probablement qui ne ressembleront plus en termes de surface, de volume et même d'organisation des rayons aux mêmes, on est d'accord ? C'est ça, on va vers ça. Le modèle se transforme en permanence et il doit continuer à se transformer pour s'adapter en permanence à l'évolution des attentes de nos clients. C'est aussi quelque chose d'assez nouveau dans la grande distribution qui s'est beaucoup construite comme un marché de l'offre. On est désormais obsédé par le client. C'est-à-dire, on est obsédé par le fait d'avoir une exécution parfaite, une qualité de service irréprochable et de pouvoir répondre en permanence à ces attentes. Vous avez été agacé par ce rapport de la CFDT là, qui évoque la fatigue, de l'usure psychologique et une mauvaise note, parce que les salariés notent. Alors on note son chauffeur de taxi, on note son restaurant et son hôtel, et puis on découvre aussi là à travers cette étude de la CFDT, donc on note aussi ses managers. Vous dites, bon, la méthodologie, on ne la valide pas. Est-ce que quand même vous entendez cette petite musique qui dit, on en a bavé, ça a été dur, il ne faut pas nous oublier ? Alors, d'abord, je n'ai pas été agacé du tout. Je comprends qu'une organisation syndicale essaie de mesurer le pouls de l'entreprise et de se faire je préfère à la limite qu'ils fassent un exercice d'objectivation, même si la méthode est probablement imparfaite. Oui, c'est que 3000 salariés qui ont répondu, on est d'accord. Oui, alors on a nos propres dispositifs de mesure du climat social qui s'appuient sur des méthodes beaucoup plus scientifiques de sondage et d'échantillons représentatifs. Et c'est pas les mêmes chiffres. Exactement. C'est ça. Les mêmes résultats. Qu'importe, je serais tenté de vous dire que ceux qui ont répondu ont répondu. Oui, ceux qui ont répondu ont répondu. Ceux qui le disent, ils le pensent. Donc, à côté d'autres choses, on doit le prendre et on doit l'écouter. Voilà. L'écouter, c'est-à-dire prendre en charge cette question de la souffrance au travail. Alors, je ne sais pas si on peut parler de souffrance au travail. Je crois très sincèrement que Carrefour est une entreprise qui a demandé beaucoup à ses salariés depuis quelques années, parce que la transformation, c'est toujours un exercice qui est socialement compliqué, mais c'est aussi une entreprise qui est, et depuis toujours, qui est très attentive à la fois aux conditions de travail et à tout ce qui fait la qualité d'une entreprise pour un salarié. Donc, on fait en sorte que Carrefour soit une entreprise où les salariés soient pas malheureux. On est un monde le modèle social de Carrefour est probablement le mieux disant du secteur. En matière de salaire, il faut le dire. En matière de rémunération. Prime, de rémunération, voilà. C'est exact. Mais il n'empêche que, effectivement, nous n'avons pas d'autre choix que de nous transformer et qu'une transformation, c'est toujours compliqué. Un dernier mot quand même sur les GAFA. On sent quand même... ceux qui nous regardent, évidemment, le vivent et en sont peut-être même clients. Amazon a transformé finalement notre rapport à la consommation, puisque Jeff Bezos ne vient pas de l'agroalimentaire, de la fabrication du produit. Il a imaginé cette idée de pouvoir, grâce à une plateforme et au numérique, pouvoir tout acheter, tout vendre. C'est ça son idée. Ça vous challenge terriblement, ça, sur cette question-là.
qu'est-ce que vous avez envie de dire, non pas à Jeff Bezos, mais à ce modèle, face à ce modèle? Vous dites, nous, on peut inventer un contre-modèle où on n'a pas le choix, on ira vers ce modèle que finalement nous imposent les GAFA. Non, bon, d'abord, je crois que Amazon est là. Enfin, la question n'est pas de savoir. Il est là. Amazon est là. Oui, c'est ça. J'allais vous dire, il fait partie de notre de vos enjeux, de notre vie. Ouais. Le point le plus important et celui sur lequel on se bat, c'est qu'il faut que les règles du jeu soient égales. Nous, on n'a pas de difficulté à ce qu'il y ait des nouveaux acteurs et des nouveaux joueurs dans la partie. Égal. Mais il faut que les règles du jeu, dans tous les domaines, que ça soit social, fiscal, etc., soit le siège au Luxembourg, d'accord. Soit égal. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas mon rôle, mais je pense que l'important, c'est que donc vous ne courez pas sur la même ligne, vous ne partez pas sur la même ligne. Non, je j'ai pas une vision forcément pessimiste de cela. Je pense que, y compris les pouvoirs publics en France, se battent pour défendre cette égalité. Bruno Le Maire en particulier. Voilà. Mais effectivement, l'important, c'est ça. Après, écoutez. Tous ces nouveaux acteurs, et on en est aussi un nouvel acteur dans certains domaines d'activité, ils nous challenge comme on challenge certains de nos concurrents, et tout ça, ça fait progresser le métier. En tout cas, c'est le monde digital, en tout cas, c'est le magasin digital qui est visiblement en train de s'imposer, avec l'idée de réduire les surfaces et de se réapproprier les centres-villes. Juste un mot avant de nous quitter, il y a un enjeu aussi d'emploi et de vitalité. On voit que les centres-villes de villes moyennes en province sont en train de mourir doucement, les commerces tirent les rideaux. Est-ce que Carrefour, là aussi, peut être un acteur de revitalisation de nos territoires, par des petits markets, par des petites surfaces, par des offres plus attractives? De manière générale, Carrefour est un acteur clé, parce que très maillé, de l'emploi, notamment dans les territoires. Parce qu'il y a vraiment j'allais dire, en France, il y a vraiment deux mondes différents. Il y a l'Île-de-France d'un côté, avec ses problématiques, et il y a le reste, avec des problématiques qui souvent sont opposées. Et lorsqu'on est dans les territoires, je pense qu'on est un acteur clé de l'emploi, en général, juste après les services publics, et on est très conscient de la responsabilité que ça nous donne. Et lorsqu'on a annoncé qu'on allait recruter 15 000 jeunes, un jeune, une solution, tiens, notre partenaire. On l'a fait en s'appuyant sur le programme Jeune, une solution. On en parlait hier sur le plateau. On a privilégié les jeunes issus des quartiers en difficulté, c'est-à-dire ceux qui sont en proximité immédiate de nos magasins dans les territoires, parce que nous considérons que nous avons une responsabilité sociale à l'égard de notre proche environnement et de l'environnement de nos magasins. Un jeune, une solution. On avait Thibaut Guilluy hier, le haut-commissaire, pour venir nous parler de ce sujet. Il est notre partenaire dans l'émission. C'est une politique de la diversité et de l'inclusion que vous menez en fait. Carrefour est une entreprise inclusive et veut l'être encore plus. Et elle veut l'être à la fois pour ses salariés, comme d'ailleurs elle veut l'être aussi pour ses clients. Les deux sont totalement indissociables. Vous voyez, quand nous lançons une initiative, comme nous l'avons fait en début de semaine, autour de la langue des signes, que nos salariés maîtrisent des basiques de la langue des signes qui leur permettent d'interagir avec des clients sourds ou malentendants, très important. On est au cœur de cette vocation inclusive qui est celle de Carrefour et qui s'applique à la fois aux clients et à la fois aux salariés. Merci Jérôme Nanty d'être venu sans détour nous parler de cette entreprise que tout le monde connaît et qui se transforme. Qui est passionnante. C'est quoi là votre rendez-vous après cette émission? Parce que vous me disiez tout à l'heure, il y avait beaucoup de nouveautés. On sait, et parfois on ne sait pas. C'est quoi là? Vous allez vers quoi? Nous allons... sans dévoiler des secrets. Nous allons faire quelques annonces aujourd'hui aux partenaires sociaux, donc je vais les retrouver après vous avoir quitté. Oui, parce qu'on oublie de dire évidemment qu'un DRH, c'est aussi celui qui est en première ligne pour négocier avec les partenaires sociaux. C'est pas toujours facile. Ça demande quoi? Du doigté, de la souplesse, de la psychologie? Ça demande de l'écoute. Je pense que le secret d'un dialogue social réussi, c'est un dialogue dans lequel les deux parties s'écoutent. Donc il faut écouter
Il faut écouter. Mais j'imagine que vous avez aussi quelques propositions. Je vais aller écouter. Vous allez écouter et puis faire des propositions quand même. Et je vais faire des propositions. Oui, parce que vous ne faites pas qu'écouter, vous êtes quand même le DRH de Carrefour. Faut écouter d'abord et faire des propositions ensuite. C'est ça c'est la méthodologie Jérôme Nanty. On écoute et on propose. Merci d'être venu nous rendre visite, DRH du groupe Carrefour. Restez une seconde avec nous. L'émission se termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va pas être dépaysé puisque c'est l'open sourcing qui devient un enjeu de recrutement. Bah oui, quand le data, l'open sourcing, eh bien c'est devenu l'outil essentiel du recrutement. On en parle, c'est tout de suite et c'est dans Fenêtre sur l'emploi.